Elle est certainement la première femme tueuse de l'histoire des États-Unis d'Amérique, tuant une cinquantaine de personnes, des bébés, des enfants, des femmes, mais surtout des hommes célibataires qui pensaient trouver dans ses bras l'amour et la richesse, mais qui n'ont trouvé que la mort. Forte, maligne, séductrice, elle orchestra sa propre mort et elle disparaîtra avec 6,5 millions de dollars, sans jamais être retrouvée par les autorités. Entre 1900 et 1908, plus d'une quarantaine d'hommes vont ouvrir le même journal et tomber sur la même petite annonce. Une femme belle, riche et veuve qui habite dans une ferme à 80 km de Chicago, dans une petite ville du nom de LaPorte, dans l'état d'Indiana, cherche un homme pour se marier avec elle. Elle précise dans la lettre, elle ne veut pas perdre de temps à échanger par correspondance des dizaines de lettres. Elle veut un homme qui soit capable de venir au bout d'une lettre, la visiter et voir ce qui se passe. Beaucoup d'hommes vont tomber dans cette annonce qui paraît trop belle. Une femme jolie, riche, veuve, qui ne demande qu'à se marier. C'est trop beau pour être vrai, mais pourtant beaucoup d'hommes vont lui envoyer des lettres. Et tous ces hommes-là vont disparaître un à un. Le premier homme qui va mordre à l'hameçon, il s'appelle Peter Gunness. Peter Gunness est un homme de 50 ans qui est veuf, qui a une bonne fortune, environ 80 000 dollars, et qui vit avec sa fille. Lorsqu'il tombe sur cette annonce, il est ravi. Il aime bien l'affaire, mais il va directement aller voir cette dame qui s'appelle Madame Bell. Il est accueilli par une femme qui s'appelle Bell, mais Bell, elle ne l'est pas vraiment. Elle fait 1,75 m pour 125 kg, elle a des épaules carrées de rugbyman, un regard dur, un visage fatigué, mais c'est une femme qui prend soin d'elle. Elle est bien coiffée, elle a mis sa meilleure robe, elle a accueilli cet homme et sa fille avec un joli repas, un copieux repas, et donc ils se marient en avril 1901. Une semaine après le mariage, Peter Gunness va faire des courses et il laisse sa fille avec Madame Bell, sa nouvelle femme. Sa fille mourra une semaine après le mariage dans des conditions très étranges. Et Peter Gunness la rejoindra au mois de décembre, soit à peu près 8 mois après le mariage. Comment Peter Gunness va mourir? Peter Gunness était dans la cuisine en train de cuisiner quand une machine à saucisses est tombée de l'étagère et lui a fendu le crâne. Lorsque les policiers et les enquêteurs entendent ces mots-là de la bouche de Madame Bell, ils comprennent tout de suite que c'est un crime, c'est un meurtre. Une machine à saucisses, elle tue pas quelqu'un et elle tombe pas toute seule. Mais Madame Bell est si convaincante et convaincue, et en plus elle vient de perdre son mari, elle joue sur l'émotionnel, qu'elle est acquittée. Elle touchera l'assurance vie de Peter Gunness de 78 000 dollars. Elle vient de perdre son mari, c'est une veuve, elle poste une petite annonce pour attirer de nouveaux hommes dans sa vie. Peter Gunness ne sera pas le seul homme à disparaître dans cette ferme et à être enterré ici pour l'éternité. Quasiment tous les samedis, les voisins de Madame Bell verront au loin, puisque Madame Bell elle a un grand terrain, ils ne peuvent pas s'en approcher, verront Madame Bell bien habillée, bien coiffée, avec un homme différent dans son calèche ou à cheval, un homme généralement de 30 à 50 ans, qui disparaîtra à chaque fois. En 1907, on a par exemple John Moe, un homme qui a 30 ans, qui a soif d'aventure et qui vend tout ce qu'il a, vient avec toutes ses économies voir Madame Bell et qui disparaît une semaine après. On a par exemple Butzberg, un veuf lui aussi de 50 ans, qui écrit une lettre à ses enfants. Il a trouvé une vieille qui est riche, qui habite à LaPorte. Ses enfants sont contents pour lui, sauf qu'ils n'ont plus de nouvelles de leur père une semaine après qu'il est censé avoir rencontré cette femme-là. Les enfants écriront une lettre à Madame Bell et Madame Bell elle aura toujours une bonne excuse pour justifier la disparition de ces hommes. Elle n'a pas de chance, soit elle s'engueule avec ces hommes, soit ces hommes trouvent une femme qui est plus belle, ou par exemple pour Monsieur Butzberg, elle dira aux enfants de Butzberg qu'elle n'a jamais rencontré leur père. Leur père n'est jamais venu dans la ferme. Tous ces hommes-là étaient certainement trop naïfs pour Madame Bell. Madame Bell, c'était une manipulatrice charmante hors pair. On a même retrouvé une lettre écrite de la main de Madame Bell à un certain André Hegelien. La lettre au complet, je vous la mettrai en commentaire, n'hésitez pas. Dans ces lettres, elle va être charmante, elle va faire des compliments. Je ne peux pas vivre sans toi. Je chante des chansons d'amour en pensant à toi. Tu es à moi et je suis à toi. Imagine ce que nous pourrons faire quand nous ne serons que tous les deux. Je ne pourrai pas vivre sans toi. Tu es l'homme de ma vie. Viens ici et prépare-toi à y rester pour l'éternité. Ce sont ces mots-là. Cette femme qui prévoyait de tuer tous ces hommes, elle l'écrivait dans ses lettres de manière indirecte qu'il venait pour mourir. Viens ici et prépare-toi à y rester pour l'éternité. Quand on sait que c'est une tueuse en série, on comprend tout de suite qu'elle allait les tuer. Et ce pauvre Andrew Hegelien qui recevra cette lettre et qui sera charmé par une femme qui le prend pour l'homme de sa vie, vendra tout ce qu'il a, toutes ses économies, soit 80 000 dollars à l'époque, qui est une fortune, 80 000 dollars, il viendra et lui aussi disparaîtra du jour au lendemain. Parmi tous ces hommes qui ont été tués par Madame Bell, seul un a survécu. Sur la cinquantaine d'hommes, de personnes qui sont venus voir Madame Bell, seule une personne a survécu.
un certain George Anderson. George Anderson, il est tombé sur la petite annonce. Il est venu voir Madame Bell. C'est quelqu'un qui est très croyant, qui croit beaucoup en Dieu. Et il décide le premier soir où il vit avec Madame Bell, avant le mariage, de ne pas dormir avec elle. Pourtant, Madame Bell, elle n'hésitait pas à croquer les hommes dès la première nuit et à faire beaucoup de relations éphémères. C'était le Tinder de l'époque, peut-être. En tout cas, Monsieur George Anderson, il est convaincu que Dieu existe. Et donc, il ne dormira pas avec cette femme-là. Il dort dans la chambre d'hôte. Et lorsqu'il dort en pleine nuit, il sent une présence dans la chambre. Il fait tout noir et il voit une ombre. C'est Madame Bell avec une bougie et un regard de tueuse. Il dira que sa face était si sinistre et si meurtrière qu'il a pris peur. Et il a crié. Que lorsqu'il a crié, Madame Bell elle a couru dans une autre pièce. Instinctivement, George Anderson il a compris qu'elle allait le tuer. Il a compris que c'était pas une femme normale, c'était une tueuse. Il s'est habillé, il a sauté par la fenêtre et il a couru à travers les champs. Et il n'est jamais revenu dans cette ferme. C'est le seul homme qui a témoigné et qui a survécu des bras de Madame Bell. Le seul homme à être rentré dans la ferme à avoir survécu. Alors là, tu te demandes qui est certainement Madame Bell. Madame Bell est une femme qui est née en Norvège, loin de Chicago en 1859, d'une famille de 8 enfants très très pauvres. Et dès l'âge de 14 ans, Madame Bell elle a connu la vie dure, puisqu'elle faisait le ménage chez des familles plus fortunées. À l'âge de 18 ans, Madame Bell elle était enceinte. Et elle est partie dans une soirée de country où un homme a voulu danser avec elle. Elle a refusé, l'homme lui a mis un coup de pied dans le ventre, c'était un homme richissime, elle a perdu son bébé. Lorsqu'elle a perdu son bébé et elle a vu que l'homme richissime, grâce à sa fortune, n'a pas été inquiété par la justice, tous les proches de Madame Bell diront que son cerveau a vrillé. Elle n'a jamais été la même. À 21 ans, elle a de la chance, puisque sa sœur, qui est partie à Chicago, l'invite à venir. Elle saute dans le bateau et elle va vivre à Chicago, à l'époque qui est une ville en plein essor. Elle a 21 ans, pendant 2 ans, elle va travailler comme serveuse et elle a un seul objectif dans la vie, ne plus connaître la misère qu'elle a connue en Norvège. Elle aimera 3 choses. L'argent et les hommes qui sont capables de lui ramener de l'argent. Elle tombera à 23 ans sur un certain Albert Storensen. Albert Storensen, c'est un veilleur de nuit qui a mis pas mal d'argent de côté. Ils vont se marier et ouvrir ensemble un magasin de bonbons, une confiserie, qui ne va pas du tout marcher. Albert Storensen, il va avoir la bonne idée de mettre le feu à cette confiserie et ils vont toucher un paquet d'argent grâce à l'assurance qui était sur la confiserie. Albert Storensen, c'est certainement l'homme qui a fait découvrir les assurances à Madame Bell, une femme qui ne parlait pas très bien anglais. Lorsqu'ils vont avoir 4 enfants, 2 nourrissons vont mourir. Les 2 nourrissons qui vont mourir vont ramener un paquet d'argent à la famille, puisque la famille, à chaque fois, mettait une assurance vie sur le nom du nouveau nourrisson. Et les 2 nourrissons sont morts de la même manière. Une infection intestinale. Et à chaque fois, c'est Madame Bell qui touchera l'argent. Lorsque le couple a compris cette méthode-là, il a fait ça de manière industrielle. À l'époque, à Chicago, il y avait une coutume qui faisait que les familles riches, qui avaient des enfants issus d'adultère, ou des enfants non désirés, ou des enfants anormaux, voulaient s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, ils donnaient de l'argent aux familles pauvres, et les familles pauvres prenaient le bébé. C'était une sorte de... Voilà, on voulait se débarrasser de l'enfant, ne pas faire de bruit. Donc on payait, la famille pauvre prenait le bébé, ça arrangeait tout le monde. Madame Bell et son mari vont faire ça. Et ils vont adopter une dizaine de nourrissons qui vont tous mourir de la même manière. Une infection intestinale qui est comparable aujourd'hui à un empoisonnement. Et à chaque fois que les nourrissons adoptés vont mourir, 10 nourrissons adoptés, à chaque fois Madame Bell touchera de l'argent. Et ils vont passer, Albert Storensen et Madame Bell, d'un couple qui avait très peu d'argent à un couple de la classe moyenne avec une belle maison. La vie d'Albert Storensen, le mari de Bell, elle va changer le 30 juillet 1900. Et il va se lever, comme à son habitude, boire un café sans savoir que c'est le dernier qu'il goûtera de sa vie, puisque le café est empoisonné par sa femme Madame Bell. Le café est empoisonné à un puissant pesticide qui s'appelle le strychnine, un pesticide qui a été interdit en 1989 aux États-Unis. Albert s'effondre. Les policiers arrivent, comprennent tout de suite qu'il y a un problème. Là, le mari ne peut pas s'effondrer comme ça, comprennent qu'il y a un empoisonnement quelque part. Sauf qu'il y a un homme qui va sauver Madame Bell encore une fois. Cet homme-là, s'il n'était pas venu aujourd'hui pour contredire les policiers lors de leur enquête, il aurait certainement pu sauver, en fermant sa gueule, plus d'une 50aine de personnes. Sauf que cet homme-là, c'est le médecin d'Albert Storensen, qui va dire qu'il connaît bien Albert Storensen, qu'il le suit depuis des années pour son cœur et il n'a pas été empoisonné. C'est certainement une crise cardiaque, il en est sûr. Lorsque les médecins parlent, on se tait. Et Madame Bell est très contente puisque la mort de son mari lui permet d'amasser 210 000 $. Le 30 juillet 1900, c'est pas un jour au hasard. Et j'aimerais vous dire à quel point Madame Bell elle est intelligente. Elle a vu les 2 contrats d'assurance vie de son mari. Oui, il en avait 2. Un qui commençait le 30 juillet 1900 et un qui se terminait le 30 juillet 1900. Si son mari mourait le 30 juillet, elle empochait les 2 contrats d'assurance vie. S'il mourait après le 30 juillet, elle n'empochait qu'un et avant, pareil. Madame Bell, elle a fait en sorte de tuer son mari
le jour précis pour avoir les 2 assurances vie et toucher 210 000 $. Une fois qu'elle touchera cette somme-là, elle prendra ses 3 enfants et elle ira vivre dans la petite ville de Laporte, dans une gigantesque ferme à 80 km de Chicago. Et c'est là où elle commencera à poster des petites annonces pour dire à tous ces hommes de venir. Pendant plus de 7 ans, Madame Bell, elle va croquer les hommes, leur tabasser le crâne et prendre l'argent de l'assurance vie ou si elle n'est pas mariée, tout simplement prendre leurs économies. Tout son but, c'était de gagner de l'argent. Elle disait à l'homme qui devait la rejoindre de tout vendre. L'homme allait recommencer sa vie à zéro. C'était pas la peine de prendre ses affaires. Vends tout et viens avec uniquement de l'argent. L'homme se faisait tabasser le crâne dans la cave et Bell encaissait l'argent. Maintenant, le début des problèmes commence en 1908. Bell, elle va engager un homme pour l'aider dans la ferme, un certain Ray Landfer. Entre Ray Landfer et Madame Bell, il va plus y avoir que du professionnel, puisqu'ils vont commencer à développer une relation amoureuse, mais uniquement éphémère. Voilà, le but c'était de profiter ensemble. Entre-temps, Ray Landfer, qui est fou amoureux de Madame Bell, malgré son physique de rugbyman, il demande à Madame Bell de l'épouser. Sauf que Madame Bell, elle accepte de l'épouser à une seule condition, que Ray Landfer accepte de prendre une assurance vie. Ray Landfer, il refuse. Il ne saura jamais que son refus, c'est certainement ça qui lui a sauvé la vie. Donc Madame Bell, quand elle voit que Ray Landfer, l'homme qui travaille pour elle et qui veut l'épouser, refuse, elle commence à engager d'autres correspondances avec d'autres hommes qui répondaient aux petites annonces. Et elle ramène devant Ray Landfer un autre homme qui vient de Chicago pour épouser Madame Bell. Ray Landfer, quand il voit ça, il est extrêmement jaloux, puisqu'il est amoureux, il est fou amoureux de Madame Bell. Ray Landfer et Madame Bell, son valet qui l'aide à tout faire, ils s'engueulent. Ils s'engueulent parce que Ray Landfer, il est terriblement jaloux de cet homme-là. Petite anecdote, cet homme-là mourra au bout d'une semaine. Mais bon, l'amour rend aveugle. Madame Bell, c'est une femme qui est très autoritaire. C'est une femme comme on n'en fait plus. C'est une femme qui va cultiver les pommes de terre, qui va monter aux arbres cueillir les pommes, qui va s'occuper des cochons, les tuer, faire sa propre charcuterie, monter à cheval. C'est une femme très masculine. Même dans son village, elle a appelé l'Hercule. On l'appelle Hercule tellement elle est forte. Elle va être fâchée contre Ray Landfer et elle va tout simplement le virer, parce que c'est elle la patronne. Lorsque Ray Landfer va être viré, il va prendre tellement de la haine qu'il va dire à Madame Bell, écoute, toi je vais te tuer, toi et tes enfants, et je vais brûler ta ferme. Madame Bell, quand elle entend ces menaces, elle prend peur et elle va au commissariat. Elle va au commissariat pour raconter ça à la police. Ray Landfer est convoqué, il est interdit de s'approcher de la ferme de Madame Bell. Le temps passe et on est en février 1908. L'histoire, les menaces de mort, tout ça s'est passé en janvier 1908. Madame Bell décide de reprendre un homme qui va l'aider dans la ferme, un valet, un homme à tout faire, qui s'appellera Joe Maxon. Joe Maxon, il va dormir dans une dépendance, à côté des cochons. Et il sera réveillé au milieu de la nuit par une odeur de fumée. Il est en caleçon, il se réveille et il aperçoit quoi? La ferme de Madame Bell qui est en feu. Et il voit que la porte de la ferme, elle est fermée à clé. Il arrive, il essaye de défoncer la porte, il n'y arrive pas. Donc il court au milieu de la nuit chercher des secours chez les voisins et potentiellement chercher les pompiers. Lorsque les policiers arrivent à 5 h du matin à éteindre le feu qui avait baissé en intensité, ils trouvent 4 corps. 3 corps qui sont facilement identifiables. Les enfants de Madame Bell. Philippe, 5 ans, Lucie, 9 ans et enfin Myrtle, 11 ans. Mais les pompiers vont aussi trouver un corps à côté de ceux des enfants. Un corps féminin sans tête, comme si la tête avait été soigneusement découpée. Alors les enquêteurs tout de suite ils pensent que l'incendie a fait tomber une poutre qui a explosé la tête de Madame Bell. Mais quand ils cherchent des morceaux de crâne, ils ne trouvent rien, comme si la tête avait disparu. Et puis, le corps pose un problème. Madame Bell fait 125 kg. Or, le cadavre n'en pèse que 65. Madame Bell a des épaules carrées, de rugbyman, sauf que le corps est plutôt féminin, svelte. Et donc, il y a un doute sur l'identité de ce corps sans tête. C'est très bien que c'est les 3 enfants de Madame Bell, mais est-ce que c'est le corps de Madame Bell? Il y a un dentiste qui va venir, qui va dire aux policiers, si vous fouillez dans les débris, et vous arrivez à trouver les dents de ce cadavre, je pourrais vous dire si effectivement le corps sans tête est Madame Bell. Puisque c'est moi qui lui ai fait des fausses dents, je sais mon travail et je saurai reconnaître les dents. Les policiers vont fouiller, effectivement, ils vont trouver toutes les fausses dents de Madame Bell que le dentiste saura reconnaître. Donc les enquêteurs partent du principe que c'est bien Madame Bell et ses enfants qui sont morts dans cet incendie. Pendant l'enquête, les enquêteurs vont tout de suite aller arrêter l'ancien valet qui avait menacé Madame Bell de brûler sa ferme. Le valet qui s'appelait Ray Landfer. Ray Landfer, il va pleurer, il va dire qu'il est innocent, mais ça ne marchera pas. Il sera le premier coupable et le premier suspect, même si aucune trace ne permettant de justifier que c'est lui ne sera retrouvée. Pour les policiers, c'est lui. En plus de cela, les enquêteurs ils voient que l'incendie est d'ordre criminel. Ils voient bien qu'il y a un coin dans la maison où il y a eu beaucoup de produits chimiques qui ont été entreposés. Et donc forcément, il y a quelqu'un qui a allumé le feu. Sauf que pendant l'enquête, il y a un homme qui va venir, qui est le frère d'Andrew Hegelian. Je vous rappelle que la lettre qu'a reçue Andrew Hegelian, elle est en commentaire. Le frère, il va arriver, il va dire, écoutez, Madame Bell, elle s'est mariée avec mon frère il y a quelques années de cela, et depuis, j'ai pas de nouvelles de mon frère. Et je suis convaincu
que cette femme l'a tué. Alors les policiers au début ils rigolent, bon, faut pas, votre frère il a peut-être disparu, ou il est peut-être parti à New York, il a peut-être refait sa vie. Et le frère d'Andrew et Gillian, il est convaincu. Il dit non, ça ressemble pas à mon frère de partir comme ça du jour au lendemain. Il m'aurait envoyé une lettre, il m'aurait contacté, il m'aimait, je l'aimais, c'est pas possible. Il est convaincu, et il est tellement convaincu que les policiers vont lui dire écoute, va fouiller dans la maison, si tu trouves des preuves, bah vas-y, on te laisse le champ libre. Il va commencer à fouiller et il va être encore plus convaincu lorsqu'il va voir que les pompiers vont sortir une boîte de la cave avec 8 montres masculines à l'intérieur. 8 montres masculines à l'intérieur pour une femme qui est veuve, c'est bizarre. Il va commencer à fouiller et cet homme-là, il aurait certainement fait un grand enquêteur. Puisqu'il va commencer à fouiller, il va rien trouver, il va commencer à réfléchir et il voit qu'à côté de la ferme où il y a les cochons, il y a des trous un peu partout. Et en fait, les trous, ils contiennent les excréments des cochons. Alors à l'époque, elle creusait un trou, elle mettait les excréments des cochons et elle refermait. Et là, il se dit, potentiellement, les corps sont là. Il va prendre 3-4 hommes et ils vont fouiller ensemble. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver dans les trous remplis d'excréments de cochons? Des sacs de cire soigneusement emballés contenant des morceaux de cadavres. Et il va même ouvrir un sac de cire et il va tomber sur la tête de son frère qu'il va reconnaître immédiatement. Dans un trou, il y aura 3-4 cadavres. Et là, le suspense est lancé, ils vont commencer à fouiller partout, ils vont commencer à creuser et c'est 40 cadavres qu'ils vont trouver. Seuls 14 seront identifiés. Entre-temps, Rayland Fair, il est toujours suspecté d'avoir mis le feu et les juges, même sans preuve, seront pas du tout cléments avec lui, seront très sévères puisqu'il aura 21 ans de prison ferme. Il fera qu'une année en prison. Pourquoi? Parce qu'il va attraper la tuberculose. À la fin de sa vie, il sait qu'il va mourir et il a besoin de parler. Il appelle un prêtre et il décide de se confesser. Et il va tout raconter. Il était au courant que Madame Bell était une tueuse en série. C'est même lui qui l'a aidé à enterrer certains corps. Il va même raconter le mode opératoire de Madame Bell. Madame Bell, elle avait une stratégie, gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, elle attirait les hommes avec les petites annonces. Elle les accueillait chaleureusement avec un bon repas copieux. Après le repas, elle empoisonnait le café. Ils buvaient le café. Les hommes tombaient dans les vapes ou s'évanouissaient ou s'endormaient. Elle traînait les corps. Elle les emmenait à la cave, là où ses enfants n'avaient pas droit d'aller. Et là, elle tabassait leur crâne. Et ensuite, elle découpait le corps soigneusement qu'elle emballait dans des sacs de cire. Rayland Fair, il va encore plus parler, il va faire encore plus bousculer l'affaire. Et il va dire que le corps sans tête, c'est pas Madame Bell. Madame Bell, en fait, elle a orchestré sa propre mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour avant, elle a ramené une femme de ménage de Chicago. Une femme de ménage qui était très féminine, etc. Mais qui était une erreur. Elle pensait avoir une femme de ménage forte, mais elle est tombée sur une femme qui était assez mince. Pas de chance. Elle l'a quand même ramenée, elle l'a tuée, elle a découpé la tête de la femme, elle est partie prendre une de ses robes, elle a mis sa robe sur le corps sans tête et elle a déposé le corps à côté de celui des enfants. Comment elle a tué les enfants? Pour tuer les enfants, elle a pris de la chloroforme. La chloroforme, c'est un liquide qui, une fois qu'on le met sur ta bouche, le liquide qui est dans les films partout, quand on te le met sur la bouche, le sommeil est quasiment immédiat. Elle a endormi ses enfants avec de la chloroforme et elle les a étouffés. Elle a placé le corps de ses enfants à côté du corps de cette femme sans tête. Et pour qu'on reconnaisse que c'était bien elle, elle a enlevé ses fausses dents qu'elle a placées à côté du cadavre. Et les policiers sont tombés dans le panneau et n'ont pas reconnu le corps de Madame Bell. Et même les voisins qui verront le corps, le cadavre sans tête, ils diront tout de suite que c'est pas Madame Bell. Le cadavre, il n'était pas assez costaud. C'était pas du tout Madame Bell. On se reconnaît entre nous, on voit morphologiquement comment on est. Rayland Fair, il était censé attendre Madame Bell après l'incendie pour partir avec elle avec toute sa fortune. Sauf que Madame Bell ne s'est jamais présentée au rendez-vous. Et Rayland Fair a été arrêté quelques heures après. Alors les enquêteurs, pour savoir si c'est vrai, ils vont aller voir les comptes en banque de Madame Bell. Elle est censée avoir 6,7 millions de dollars en compte en banque. Parce que Rayland Fair, il savait toute la fortune, il connaissait les détails, les assurances vie, etc. Il lui avait tout raconté. Les enquêteurs verront qu'un jour avant l'incendie, tout a été retiré en espèces. Le compte était vide. Parmi les 40 cadavres trouvés dans la ferme, et il y en a certainement d'autres qui n'ont pas été encore retrouvés, seuls 14 seront identifiés. On identifiera la fille adoptive de Madame Bell, celle qu'elle a fait grandir, une gamine de 16 ans, qui était censée être à Los Angeles dans une école pour apprendre les bonnes manières. On trouvera son cadavre enterré dans la ferme. Elle a tué sa propre fille. Le karma, il est parfois terrible, puisque parmi les cadavres, on identifiera le corps de Benjamin Carling en 1907. Un homme qui avait quitté sa femme pour aller vivre avec Madame Bell. Donc lui, il avait quitté toute sa famille et il pensait trouver une femme veuve et riche. Malheureusement, on a trouvé son cadavre enterré. Il a quitté sa femme pour trouver la mort. On trouvera aussi le cadavre de John Moe, un homme de 28 ans qui était venu vendre des animaux, des cochons, des chevaux à Madame Bell. Malheureusement, il sera mort lui aussi. Rayland Fair, il racontera aussi que certains hommes ne buvaient pas de café. Et quand l'homme ne buvait pas de café, qu'est-ce que faisait Madame Bell?
Elle rentrait dans la chambre avec une bougie en plein milieu de la nuit, avec un tissu rempli de chloroforme qu'elle mettait sur la bouche de l'homme pour l'endormir et ensuite le traîner dans la cave et le découper. Pendant plusieurs décennies, beaucoup de personnes croiront reconnaître Madame Bell dans toutes les États-Unis. On appellera la police, mais elle ne sera jamais formellement identifiée. En 1931, 2 rapports de police, différents l'un de l'autre, vont donner des pistes sur la vie qu'aurait eue Madame Bell après sa disparition. Le premier rapport dit que Madame Bell aurait certainement fini sa vie à Mississippi Town, où c'était une femme très respectée, avec une autre identité, qui vivait dans une demeure très luxueuse. Je vous rappelle qu'elle était richissime. Le second rapport, peut-être un peu plus solide, émet l'hypothèse que Madame Bell serait en fait Esther Carlson, une femme qui vivait à Los Angeles et qui était mariée avec un riche Norvégien. Esther Carlson avait tué son mari pour l'argent. Comme dit l'expression française, chasse le naturel et il revient au galop. Peut-être que malgré la fortune, elle a potentiellement voulu tuer son mari. Esther Carlson a été attrapée pour la mort de son mari. Elle sera jugée, mais malheureusement, elle mourra juste avant son procès. Quand on prendra 2 photos d'Esther Carlson et de Madame Bell, beaucoup de témoins qui l'a côtoyée dans la ville de Laporte diront que c'est bien elle. Beaucoup de témoins diront oui, effectivement, c'est elle. Elle sera reconnue formellement. Je vous mets les 2 photos et j'aimerais avoir ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que oui ou non, c'est elle? Pour le corps sans tête, l'être humain est fascinant puisqu'on a essayé en 2007 d'exhumer le cadavre qui était enterré à Chicago, à côté du premier mari de Madame Bell. On a exhumé le cadavre en 2007 et avec les moyens modernes, on a essayé de prendre un morceau d'ADN et de le comparer avec de l'ADN qu'on avait trouvé sur une lettre manuscrite de Madame Bell pour savoir si oui ou non, finalement, c'était bien son cadavre. Malheureusement, lorsqu'on a exhumé le corps, on n'a pas réussi à trouver assez d'ADN, il n'y en avait plus. Et malheureusement, le mystère reste entier sur ce corps sans tête. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Ça demande énormément de travail. Là, tu vois cette vidéo une fois, mais je l'ai filmée, je l'ai refilmée parce que j'essaye de m'améliorer à chaque fois sur le storytelling, sur l'élocution, sur la manière de raconter, sur les détails, sur la pertinence des détails. Est-ce qu'il faut dire ça? Est-ce qu'il ne faut pas dire ça? Ça demande beaucoup de travail. Le moindre des choses, c'est de s'abonner si tu aimes ces vidéos et c'est une manière aussi de m'encourager et de me dire, vas-y Tyler, continue. C'était Tyler, à bientôt pour d'autres vidéos.